Euh, Bonjour Fabien, donc bienvenue parmi nous. On va démarrer, je dirais, la dernière, enfin pas tout à fait la dernière contribution de la journée. Et tu vas nous parler effectivement de Marx, Marx, Sen et la liberté réelle. Et tu expliciteras euh, le nom exact. Oui, de Karl Marx et Amartya Amartya Sen. Sen, voilà. Euh, voilà, je vous promets pas une conférence gesticulée. En tout cas, ça s'y prête pas. Je vous promets pas non plus quelque chose de concret, mais plutôt un recul réflexif sur la question de la liberté chez Marx et chez Sen. Alors, je suppose qu'ici, vous êtes plus familier de Marx que de Sen, mais vous connaissez Sen aussi. Sen qui a dans ses faits de guerre d'avoir obtenu le prix de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel, 10 prix Nobel, ça fait 25, c'était en 97 ou en 98. C'est pas exactement de ça dont je vais parler, mais un petit peu. Et donc, comment se fait-il qu'on puisse arriver à trouver quelque chose de commun entre quelqu'un qui a eu le prix Nobel d'économie, qui est attribué à des gens comme Hayek, comme Becker, comme Friedman, et Marx. Amartya Sen a une particularité sur laquelle je vais revenir ici, et je vais partir de Sen pour discuter de la question de la liberté chez Marx. Et, ce que j'essaie de défendre ici, c'est que Marx est un théoricien de la liberté. Voilà, la liberté réelle. Liberté réelle, liberté formelle, hein, je rappelle simplement, la liberté formelle, c'est les droits, la liberté réelle, c'est les capacités. Voilà, la liberté formelle, vous avez le droit de le faire, mais vous n'avez pas les capacités de le faire. Si vous avez la capacité de le faire, vous avez une liberté réelle. Voilà. Un salarié, il a la liberté formelle de ne pas travailler pour un capitaliste, il n'en a pas la liberté réelle. Voilà, très schématiquement pour l'exemple. Donc voilà, je vais tâcher d'explorer un petit peu ces questions en partant essentiellement de Sen, hein, parce que j'ai pas mal lu Sen ces derniers temps. Euh, et c'est pas uniquement un théoricien du choix social. Sen, c'est quelqu'un qui se pose des questions de manière complexe et il a l'intelligence de dire, bah, finalement, le monde est trop complexe pour être expliqué dans son intégralité, il faut le savoir. Voilà. C'est pas rien, et c'est pas rien parce qu'il a un prix Nobel d'économie dans lequel les économistes, ou beaucoup d'économistes, limitent le comportement individuel à un ensemble de choix rationnels, quoi. Voilà. Et sauf que non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, on part de ça, Sen, un auteur de la complexité, et donc ça m'a un petit peu séduit au sens où il a émergé avec les théories du choix social. La théorie du choix social, c'est celle qui, autour de Kenneth Arrow notamment, qui essaie d'agréger les choix individuels en choix collectifs, choix individuels étant tous des choix rationnels et utilitaristes. Arrow, au passage, arrivait à la conclusion que bah, finalement, la seule possibilité, c'est l'absence de démocratie. C'est bon, c'est un petit peu le résultat paradoxal. Mais c'est pas du tout de ça dont je vais parler, mais je partir de scène en disant que finalement, il est parti du choix social, et donc c'est une théorie qui est plutôt conservatrice et qui n'a peu de possibilités de discuter avec les autres sciences sociales, tout en sortant en partie en disant que l'économie, c'est éthique. Il y a des valeurs morales dans l'économie, et donc les actions des agents économiques, elles sont éthiques, parce qu'ils font les choses en raison d'une certaine morale. Là, on sort un petit peu du standard de l'économie. Ce qui le conduit à critiquer l'utilitarisme. La pensée dominante en sciences sociales, c'est l'utilitarisme, sans laquelle le bien-être se quantifie en fonction, le bien-être d'une société se quantifie en fonction de l'utilité individuelle, donc strictement subjective. La critique de l'utilité, elle va de soi. Voilà, vous êtes quelque chose qui vous est utile parce que c'est quelque chose auquel vous n'avez pas accès, et ben, votre utilité, elle va correspondre à ce à quoi vous avez accès. Vous n'allez pas vous poser la question. C'est pour ça que Sen lui-même parle d'idiot rationnel. Voilà, être rationnel dans les critères de l'économie standard, c'est être un idiot parce qu'on s'adapte à n'importe quoi pour être rationnel. Et puis donc, il est rentré en dialogue avec les philosophes égalitaristes que je qualifie au sens large d'égalitaristes, parmi lesquels John Rawls. Il dialoguait avec eux et il va s'en éloigner aussi, c'est ce que je vais tâcher de voir ici. Et il va construire le concept de capacité dont j'imagine que vous êtes tous familiers, j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu, pour être un partisan de la liberté et non pas de l'égalité. Alors, malgré la formule qui peut prêter à confusion, je n'oppose pas la liberté à l'égalité, bien au contraire, hein. Sen, comme Marx, voit la liberté comme une condition de l'égalité et réciproquement. Donc,
Sen n'était pas un marxiste, mais il n'en reste pas moins qu'il a pas mal d'inspiration de Marx. Il n'était pas un critique du capitalisme au sens où il n'a pas élaboré une critique du capitalisme, mais il a donné des clés pour penser l'émancipation. Et c'est ça que je vais tâcher de discuter là-dessus. D'abord, en commençant par d'où il vient. Il vient de l'utilitarisme, ou plutôt il vient de la théorie du choix social, qui est utilitariste. En photo, là, c'est Jeremy Bentham, un des premiers théoriciens de l'utilitarisme, qui, au moment où Bentham écrivait au XVIIIe siècle, était relativement progressiste par rapport à la métaphysique dans laquelle c'est l'Église qui dominait. Et donc, cet utilitarisme, Sen va le critiquer en disant que c'est circulaire. Voilà, ce qui est utile, ce qui est bon pour moi, et ce qui est bon pour moi, c'est ce qui est utile. Et donc, c'est circulaire et ça ne veut rien dire. Et puis aussi, l'utilitarisme ou le welfarisme, qui est le grand frère de l'utilitarisme, peut-être pas la peine de rentrer dans ces détails-là, ne prend pas en compte des éléments qui construisent votre bien-être, qui relèvent de la compassion. Parce que quand il y a quelqu'un qui souffre, que vous ne connaissez pas, vous voyez quelqu'un souffrir, et ben vous souffrez vous-même. Parce que c'est égal à vous. Vous voyez les bombes qui tombent sur les Palestiniens, vous souffrez. En tout cas, c'est une réaction qui paraît naturelle. Il y a des Palestiniens ou plein d'autres qui souffrent. Mais pour autant, ce n'est pas des choses qui vous apportent, qui vous retirent de l'utilité au sens strict. Ça ne me coûte rien, ça ne me rapporte rien si on mesure l'utilité en termes d'argent, comme c'est souvent le cas. La question d'engagement, quand vous vous engagez, conformément à vos valeurs, bah, ça n'améliore pas nécessairement votre bien-être au sens strict. Mais néanmoins, vous faites des choses qui correspondent à vos valeurs. Et ça, l'utilitarisme n'en tient pas compte. Les biens publics, les préférences éthiques, tous ces éléments-là, euh, l'utilitarisme a du mal à se sortir de ça. C'est la raison pour laquelle Amartya Sen va proposer une théorie des choix sociaux qui n'est pas utilitariste et qui va critiquer les inégalités. Donc, il va mettre l'accent sur les inégalités parce que voilà, une société inégale, quelle que soit la richesse générale, elle est, dit-il, de moindre qualité qu'une société égale. Voilà, toute chose égale par ailleurs. Et donc, pour ça qu'il met l'accent sur la répartition. Et puis, il va se demander, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi, qu'est-ce que ça veut dire le bien-être? Donc, il va s'appuyer sur John Rawls, euh, que vous avez ici, dont vous êtes peut-être certainement un peu plus familier, pour dire oui, mais alors c'est quoi le bien-être? Le bien-être, c'est pas l'utilité, parce que c'est trompeur l'utilité, c'est pas le bien-être. Rawls propose un bien-être objectif en calculant un certain nombre de biens premiers, ce que vous détenez pour mener une vie. Voilà, vous détenez tout un ensemble de propriétés, en tout cas de choses desquelles vous pouvez bénéficier. Et donc ça, c'est beaucoup plus carré, c'est beaucoup plus concret que l'utilité, parce que c'est des choses concrètes qui nous permettent de mener une vie. Sauf que ça n'est dit, ouais, mais ça pose un problème, parce que on peut tous avoir le même bien et pas forcément avoir la même utilité de ce bien. Voilà, un ordinateur ou une connexion Internet pour quelqu'un qui n'utilise jamais l'informatique, ça n'accorde pas du bien. Un ballon de foot pour quelqu'un qui ne fait pas de sport, du moins qui ne fait pas de foot, ça ne lui porte pas du bien-être. Donc, il ne s'agit pas de répartir que tous les biens n'apportent pas le bien-être. C'est pour ça que Cécile dit les biens premiers, c'est fétichiste. C'est-à-dire que donner les mêmes types de biens à tout le monde en pensant qu'ils accorderont le même bien-être, c'est fétichiste et ça mène à une morale aveugle. Et donc, ce qui compte, c'est pas tant les biens qu'on détient, c'est ce que font les biens aux personnes, ce que les biens apportent en matière de bien-être. Voilà, les fonctionnements, c'est les termes un petit peu jargonneux de scène, les fonctionnements, c'est l'ensemble des biens, des choix de vie que vous pouvez mener et qui conduisent à former des capacités. Capacité, c'est la contraction capacity ability, donc la capacité de réaliser une bonne vie. Donc voilà, c'est partir de cette critique-là. Donc Sen, hein, il arrive à dire que non, finalement, le bien-être mesuré de manière subjective, ça ne tient pas parce que la subjectivité est soumise à énormément de déterminants. Le bien-être objectif, ça marche pas non plus parce qu'on n'a pas tous la même utilité par rapport au bien-être. Donc voilà, donc c'est à partir de ça que Sen va sortir de ces auteurs-là. Et je vais bientôt arriver à Marx, mais pas encore, mais presque. Et vous allez saisir comment. C'est que Sen, il a fait une deuxième critique contre John Rawls. C'est sur son livre qui est pas très vieux, il est 2006 ou 2009, 2009, quoi, L'idée de justice, c'est de dire, et vous allez voir tout de suite en quoi ça revient, ça nous rapproche de Marx, c'est que dire, OK, c'est bien beau d'avoir des principes de justice, et là il s'adresse à John Rawls, c'est bien beau de vouloir construire une société de justice procédurale pure. Alors John Rawls, pour mémoire, c'est la justice, et vous vous mettez derrière un voile d'ignorance, vous ne savez pas qui vous êtes, et vous décidez ce qui est le monde juste. Donc une justice procédurale pure qui n'est absolument pas concrète, et ça pose problème à Sen, puisqu'il s'agirait de définir ce qu'est une société juste.
dans la tradition du contrat social. Mais Sen, il dit, bah non, construire une société juste, ça n'a pas beaucoup de sens. Ou plutôt, ça a un sens tellement lointain et abstrait. On ne construit pas des recettes pour les marmites de l'avenir. Et ça, c'est pas d'Amartya Sen, c'est de Marx. Ce qu'il faut faire, c'est réduire les injustices concrètes maintenant. Agir à partir du réel. Et non pas en défendant un seul principe unique, qui serait le principe de différence chez Rawls, mais de défendre un pluralisme de principes et tout ça qui repose sur le dialogue. Donc voilà, on a un raisonnement de comparaison. Le concept de capacité permet de comparer les situations individuelles et donc d'éliminer ce qui est injuste pour rendre les sociétés un peu plus justes, d'aller vers là où on veut. Et là-dessus, Sen s'appuie sur Marx, pas que sur Marx, hein, il s'appuie sur Smith, il s'appuie sur Bentham, il s'appuie sur Stuart Mill, dans l'idée que la justice, elle est relative, elle n'est pas absolue. Et voilà. Et donc, euh, fournir des fondements éthiques à l'évaluation, c'est à savoir comment est-ce qu'on peut concevoir le monde, comment est-ce qu'on peut délibérer. Et ben, quand j'ai lu ça chez Sen, j'ai immédiatement pensé à ce que dit Engels, ce que disent Engels et Marx sur le socialisme utopique et le socialisme scientifique. Parce que la critique que fait Sen à Rawls pour transcendantalisme, c'est une critique qui est à mes yeux assez similaire à celle que faisait Marx contre le contrat social et contre le socialisme utopique. Le socialisme utopique, c'est la raison absolue, on va vous donner une société qui est bien telle qu'elle est sans s'interroger sur les déterminations de comment on y parvient. Le socialisme utopique, bah c'est voilà le monde tel qu'il doit être. Ça ne veut pas dire que Marx, il pensait que le monde que proposait Fourier, Owen ou Saint-Simon n'était pas un monde souhaitable, sauf que, sauf qu'il était abstrait et ces socialistes utopiques ne se posaient pas la question comment est-ce qu'on y vient? Comment est-ce qu'on parvient à ce monde-là? Et Marx, il disait oui, mais c'est bien beau votre monde. De même que c'est Andy Rawls, c'est bien beau ta justice, mais comment tu y arrives? Marx disait aux utopiques, c'est bien beau votre truc, mais comment vous y arrivez? Comment vous y arrivez? La version allemande, la version originale de ce texte, Socialisme utopique et socialisme scientifique, elle s'intitule Le développement du socialisme de l'utopie à la science. Je ne veux pas vous le faire en allemand, je l'ai pas en tête précisément, je ne suis pas germanophone, mais simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le socialisme utopique n'était pas suffisamment développé pour être scientifique. Il lui manquait un mécanisme qui permettait de construire les outils du changement social. Et Marx, il a dit oui, mais c'est parce que le capitalisme n'était pas assez développé. Le capitalisme n'était pas assez développé, donc il n'avait pas un outil, il n'avait pas un acteur qui était suffisamment puissant pour transformer la société. En l'occurrence, la classe ouvrière. Et donc, de même, Marx et Engels, ça fait un immense respect pour les socialistes utopiques et Sen avait lui-même un immense respect pour John Rawls, mais il n'en reste pas moins que ils vont aller au-delà de ces auteurs en disant c'est pas à quoi bon faire des utopies, il faut partir du monde tel qu'il est. Oui, évidemment que c'est souhaitable. On aura certainement les recettes, on aura certainement ce qu'on va manger, mais on ne fait pas des recettes pour les mamies de l'avenir, disait Marx. Et puis, le deuxième aspect de cette discussion, j'allais venir dans l'aspect concret, la question de la liberté. Pas tant de la liberté instrumentale, au sens où la liberté me permet de faire des choses, que la liberté en soi. La liberté intrinsèque en soi, la liberté, c'est positif. Mais la liberté, attention, la liberté, c'est quoi? La liberté, c'est des opportunités de vie, c'est-à-dire la liberté de choisir sa vie. Et on n'a pas tous la même liberté de choisir sa vie. Selon non simplement l'endroit où vous naissez, selon le milieu social, selon les études que vous faites, vous n'aurez pas les mêmes capacités de choisir votre vie. Donc, l'outil des capacités chez Sen, il paraît assez utile parce qu'il permet de tenir compte de tout. Enfin, c'est tout ce qui fait notre vie, tout ce qui peut faire notre bien-être, et ce qui permet de voir quels sont les choix qu'on peut réaliser, quelles sont les opportunités qu'on a. Et une vraie égalité, c'est une égalité dans laquelle toutes les opportunités sont les mêmes. Mais alors, ça, c'est un jeu de l'esprit. Parce que un monde dans lequel toutes les opportunités sont identiques, c'est que nous tous autour de la table, on est capable de courir le 100 mètres aussi vite que Usain Bolt. Et ça, on n'a pas les mêmes opportunités de ce point de vue-là. Mais il n'en reste pas moins que c'est des choses qui doivent être compensables, pas compensables, on ne peut pas compenser des éléments de cette nature-là, euh, mais voilà, donc l'idée ce que dit Sen, c'est que la liberté réelle, c'est la capacité de choisir sa vie, donc d'accomplir ses fonctionnements et de parvenir à des capacités. Et donc, il s'agit de concevoir l'individu dans toute sa complexité. Et précisément, je crois, et j'arrive en tout cas, j'en suis là à mon état de cette réflexion, que les capacités de Sen, ça ressemble beaucoup, beaucoup à la liberté réelle de Marx, puisque les capacités, c'est
la possibilité de se réaliser soi-même, de s'émanciper individuellement à travers notre activité. Et pour se réaliser à travers notre activité, ben, il faut pouvoir choisir sa vie. Et pour pouvoir choisir sa vie, ben, on ne peut pas considérer qu'il y ait des processus de domination et des processus d'exploitation. Il n'est pas possible d'avoir une capacité, d'avoir une liberté réelle dans une société qui est fondée sur des rapports de domination et d'exploitation. Domination d'exploitation au sens strict, au sens du surplus qui est approprié sur une partie de ceux qui le produisent, les travailleurs, et puis domination au sens plus large, au sens où la créativité est entravée parce que quand on ne peut pas vraiment choisir nos vies, et ben, notre créativité, elle est pas à la hauteur de ce qu'elle pourrait. Donc voilà, c'est en quelque sorte les choix authentiques qui sont celles des capacités de scène et le libre développement de Marx, c'est une bonne vie au sens d'Aristote. Et donc, c'est ce que je crois ici, ce que j'essaie de vous démontrer ici, que la conception de la liberté de scène, ça peut correspondre à la conception de l'être universel et libre chez Marx. Donc, alors évidemment, j'ai fait des choix chez Sen. Hein. Sen n'était pas anticapitaliste, Sen n'avait pas une approche, n'était pas un marxiste, mais il ne reste pas moins qu'on peut aller chercher quelques clés de lecture. Donc voilà, juste résumer. Pour conclure, hein, je résume les éléments de ce que j'ai tâché de développer ici. C'est que voilà, le monde est complexe et il ne faut pas le prendre comme une difficulté. Au contraire, c'est comme un enrichissement. Il faut savoir que le monde est complexe, il faut agir avec ça. Savoir que oui, la démocratie dont on discutait tout à l'heure, elle ne peut pas être complète tant qu'il n'y a pas dialogue, tant qu'il n'y a pas débat, tant qu'il n'y a pas confrontation, parce que la complexité de ce monde rend nécessaire qu'on confronte nos propres points de vue et donc qu'on s'enrichisse mutuellement, et c'est un petit peu ça l'idée. Donc, c'est à partir de cette complexité-là qu'il a critiqué les courants qui existaient, que ce soit l'utilitarisme ou l'égalitarisme de Rawls, pour aller vers la liberté réelle. Et je suis convaincu que les fondements de la pensée de Sen puissent très largement dans celle de Marx, et qu'elle pourrait nous aider à encourager, pour citer Marx, le bon de l'humanité, du règne de la nécessité au règne de la liberté, qui ne sera pas possible tant qu'il existe des rapports de domination. Voilà en quelques mots. J'espère ne pas avoir été trop abstrait ni trop conceptuel, contrairement aux collègues qui viennent passer juste avant. Je vous remercie de votre attention. Jean-Marie, tu viens faire le discutant un petit peu? Ah ben oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, je peux rien discuter. Je n'avais pas lu le texte de Fabien, donc pas discuter. Je peux poser une question. Ben, au moins poser une question, on est bien là. Bon, merci Non, Fabien. Tes interventions sont toujours passionnantes. Tu es vraiment un explorateur, hein, parce que complètement. tu explores un terrain nouveau et c'est toujours intéressant. Bon. Non, viens ici, Jean-Marie, pour qu'on puisse enregistrer tes propos. Ah ben oui, oh là là là. C'est terrible, je reconnais. Oui, alors je recommence. Donc je recommence au début parce que Mais bien sûr. je veux qu'on entende que je considère que Fabien est toujours un explorateur nouveau de nouvelles choses. Donc Tu as raison. c'est toujours intéressant. Bon, donc je n'ai que des questions. Euh, Qu'est-ce qu'apporte Amartya Sen à Adam Smith d'abord? Mais je parle de l'Adam Smith de la théorie des sentiments moraux, pas de la richesse encore que. Qu'est-ce qu'il apporte aussi théorie des sentiments moraux, où Adam Smith montre combien nous avons besoin de la reconnaissance des autres pour pouvoir euh, pratiquer l'échange, justement. Et Hegel, pareil, j'ai besoin des autres pour Hegel, hein, parce que je vais sortir de ma propre intériorité pour prendre l'extériorité du monde. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il apporte à Amartya Sen par rapport à ça? J'avoue que ma connaissance de cet auteur est trop fruste pour pouvoir le comprendre. Et alors, dernière question, à ma connaissance, j'ai pas tout lu, et bien sûr, à ma connaissance, c'est le philosophe Jean-Pierre Dupuy qui a porté la critique la plus radicale de Rawls. À travers l'idée que, et en s'inspirant de René Girard, la théorie du bouc émissaire, Dupuy disant que Rawls ne résout pas le problème essentiel qui est celui d'éviter la logique du sacrifice. Pour le dire en termes enfantins, la chanson Il était un petit navire,
Bon, eh ben, l'idée de bien dire, eh ben, le sort tomba sur le plus jeune et le plus jeune fut mangé pour sauver tous les autres. Et donc, la théorie de Rawls, selon Jean-Pierre Dupuy, ne résout pas ce problème essentiel du bouc émissaire, ce problème essentiel pour éviter la logique du sacrifice. Et donc, qu'est-ce que Amartya Sen, pour revenir à lui, apporte par rapport à ces problématiques-là, donc chez Smith, chez Hegel ou bien. Bon, bon, après Marx, on verra peut-être une autre question. Mm. Mais même pour commencer, comme tu as commencé sur Marx, je crois surtout que qu'il faut pas enfermer Marx. Il faut pas enfermer Marx autour de lui-même. Je pense qu'on peut enrichir la pensée de Marx avec d'autres auteurs qui se disent pas marxistes, hein. J'ai mis Oui. du temps à arriver à cette conclusion-là, mais je pense qu'en disant que, mais oui, mais finalement, il y a des auteurs contemporains qui sont pas marxistes, mais qui pourtant disent des choses intéressantes. Et il n'y a pas que Marx qui dit des choses intéressantes, même si Mais c'est par rapport à les Smith, choses sont c'est. intéressantes. D'accord. Mais ouais, ouais. Mais alors, la pensée de. Alors, effectivement, tu as bien fait de dire la théorie des sentiments moraux, parce que le Smith qui intéresse Sen, c'est pas vraiment le Smith de la richesse des nations, même s'il a son intérêt. Mais le, il va puiser chez Smith le spectateur impartial de Smith. C'est-à-dire que, en fait, il fait surtout, c'est hissé sur les épaules des géants, parmi lesquels Smith, mais il va voir l'idée que les actions des personnes, elles reposent sur tout un ensemble d'éléments qui, comme on a souvent la tendance à caricaturer Smith, qui ne reposent pas sur des calculs étroits. Au contraire, c'est la grande complexité des personnes, et c'est peut-être cet aspect-là que Sen est allé chercher chez Smith, de voir que bah, finalement, les sentiments moraux, ils interviennent de manière tout autant que les intérêts matériels, tout autant peut-être même plus, dans nos actions. Et je sais peut-être c'est certainement là que Sen est allé. Sen peut se revendiquer de Smith. Voilà, c'est sur ces éléments-là que je pourrais te répondre dans ce premier point. Et j'ai pas relevé j'ai pas retenu ta Oui, mais deuxième. Hegel, c'était un peu pareil. Tu vois, j'ai besoin des autres, disait-il, pour Mm, pouvoir sortir de ma propre intériorité et donc mm. capter l'extériorité dont j'ai besoin. C'est ça, un individu isolé n'existe pas. Voilà. Il n'existe pas en tant qu'il est isolé, il n'existe Donc, qu'en tant qu'il est en relation avec tout le reste. finalement, cette idée-là que l'individu n'existe pas, elle traverse depuis les siècles des Lumières, elle traverse tout. Mm. Et c'est pas étonnant que le néolibéralisme l'ait combattu. Mais justement, finalement, les manuels d'économie, ils disent le contraire. Les Exactement. manuels d'économie néoclassiques, ils nous disent, voilà, de toute manière, il n'y a que des individus rationnels qui comptent que pour eux-mêmes, qui sont des atomes. Et alors pourquoi il a eu le prix Nobel, justement? Parce que c'est ça qui est Euh, curieux. Il a l'histoire des capacités qui sont à la racine aussi de la création de l'indice de développement humain au sein de l'ONU, de la Banque mondiale, etc. Bon, ça a été complètement récupéré. Alors, avant d'avoir le prix Nobel, plutôt avant de s'intéresser aux capacités, il s'intéressait au choix social. Et il avait une critique de la théorie du choix social, mais il était lui-même un théoricien du choix social, extrêmement pointu. Et c'est sa prouesse technique en matière de théorie du choix social. Et donc, théorie du choix social, c'est voilà, comment les choix individuels aboutissent aux choix sociaux, aux choix collectifs. Et c'est sur un point de vue strictement technique, qui n'a absolument rien de la philosophie sociale dont je vous ai parlé ici, qu'il a obtenu son prix Nobel. Et c'est la complexité du personnage qui me paraît assez intéressant, parce que en origine, on dit théorie du choix social, on n'a pas grand-chose à s'intéresser du point de vue de Marx. Pour autant, il retourne la théorie du choix social en son contraire, sans pour autant être marxiste. Mais il retourne dans un finalement, le choix social, c'est beaucoup plus complexe que ce que dit la théorie néoclassique et utilitariste. Que quelqu'un souhaite intervenir. Ben, Michel, mais rapproche-toi d'ici. C'est simplement pour que Merci, ceux qui Jean. nous écoutent puissent entendre ta question ou ton commentaire. Vous avez dit la complexité empêche la, la prévision. Et à un moment, vous écrivez que dans la capacité, on a la possibilité, avec la pensée complexe, de prévoir assez finement l'avenir. C'est-à-dire comme si tout d'un coup la sociologie devenait porteuse de la vérité sur l'être humain à partir du moment où on décide qu'on le regarde complexe. Voilà, c'est une vraie question, hein. C'est Ouais. sérieux.
Parce que la théorie de la complexité, pour moi, c'est une théorie de... Oui, Edgar Morin, je ne veux pas en parler. Non, les approches de la complexité, ça a toujours été des approches anti-pensée dialectique. C'est-à-dire, ceux qui ont travaillé, alors, Morin, par exemple, ceux qui ont travaillé sur cette théorie ont eu beaucoup de mal avec d'intégrer des éléments dialectiques. Et vous êtes cette contradiction, me semble bien ce que vous avez noté là, c'est peut-être simplement une formulation, entre la complexité, elle est hors déterminisme, donc on ne pourra pas y arriver, et chez l'être humain, la capacité est prévisible. J'irais pas dire qu'on peut pas arriver à la complexité. J'irais plutôt dire qu'il faut avoir conscience qu'il existe une complexité et que des outils simples ne permettent pas de résoudre des questions complexes. Et c'est la raison pour laquelle les outils que propose Sen, qui ne sont ni objectifs ni subjectifs, qui prennent ensemble la complexité de l'être humain, ça peut nous aider les capacités. Ça part d'éléments tout à fait basiques, des choses tout à fait élémentaires comme se nourrir, se loger, dont on a besoin, à des choses beaucoup plus complexes comme s'épanouir, avoir une vie sociale. Et on a besoin d'outils complexes pour comprendre un monde complexe, en quelque sorte. C'est voilà, je pense pas et je pense qu'au contraire, la dialectique, elle est nécessaire à penser la complexité. Parce que sinon, on comprend sans dialectique, on peut pas comprendre grand-chose. La pensée dominante en économie, elle est antidialectique, puisqu'elle résonne en deux dimensions, le coût et l'avantage. Et donc, voilà, c'est ça, je crois, oui, peut-être c'est la formulation qui a fait ça, mais au contraire. Dans la mesure où le monde est complexe, on a besoin à la fois de dialogue entre les acteurs pour essayer de comprendre les points de vue des autres qui correspondent à leur vécu. Et puis, et de la sorte, on a besoin d'outils complexes pour comprendre un monde complexe. C'est la raison pour laquelle essayer de créer un outil multiple qui a, oui, comme tu l'as dit, qui a donné là l'IDH, mais l'IDH, c'est pas grand-chose, hein, Et ce qui crée peut-être la difficulté à associer complexité et dialectique, c'est que dans la complexité disparaît un peu, il me semble, l'aspect contradiction, c'est-à-dire antagonisme. Et dans la complexité, bon, tu ajoutes plein d'éléments, alors que dans la dialectique, tu as, une histoire de rapport de force, de contradiction antagonique. Est-ce que c'est le cas dans la complexité? Ça n'exclut pas les rapports de force. La complexité n'exclut pas les rapports de force. Au contraire, elle invite à les expliquer de manière beaucoup plus fine. Ça n'empêche pas les rapports de force. Les rapports de domination ne sont absolument pas exclus dans l'appareil de scène. Simplement, dialectique ne veut pas dire simplicité. La dialectique permet au contraire de concevoir la complexité comme une ensemble d'interactions d'une multitude de phénomènes qui se situent dans un cadre conflictuel, dialectique d'une manière qu'on peut concevoir de manière dialectique. La dialectique, c'est quoi? C'est quelque chose qui peut se transformer en son contraire à travers les oppositions qu'il a à d'autres. Mais je pense, plutôt que de dire que la dialectique s'oppose à la conflictualité, je pense que la conflictualité se nourrit de dialectique réciproquement, même si je me permets de cette formule-là. Mais, mais je crois que c'est vrai, il faudra peut-être ici même qu'on parle de dialectique très sérieusement parce que on a une idée, on a des idées assez, tout le monde a des idées sur la dialectique. Mm, mm, mm. Ouais. Du coup, dans les principes, il y a un bouleversement de la dialectique. Elle change les positions. C'est pas simplement disjonctif ou conjonctif ou disruptif, mais elle change le mouvement du mouvement. Voilà. Là, ça, la dialectique, c'est faire en sorte qu'une chose peut évoluer sans cesse et à jamais rester à l'identique, quoi. C'est une tradition c'est plus que ça. Donc, d'où la complexité. Mais c'est intéressant parce que on caricature un peu l'histoire de la synthèse, parce que tout le dialogue quand même d'Adorno sur la question de savoir la dialectique négative, etc. Ou Benjamin qui parle de rupture entre thèse et antithèse, enfin quelque chose qui craque dans l'histoire. Ça dépend si elle s'applique à un phénomène social, un phénomène historique, et la question de l'événement qui recompose les termes même de la relation. Parce que l'événement, il peut changer aussi, justement, dans le système de valeurs
et dans la position même où je me trouve, les termes. C'est-à-dire, si je deviens minoritaire, mais que j'ai raison parce que je me bats, j'en sais rien, les anarchistes, par exemple, les anarcho-syndicalistes ont été rattaqués, etc. Ils disaient quand même un certain nombre de choses sur les totalitarismes, et ils ont été quand même rattaqués. Donc la question, elle est sérieuse, d'un point de vue historique et politique. Mais d'un point de vue épistémologique, cette complexité, moi, je voudrais effectivement comprendre, sans parler de morale, parce que je vais comme ça, parce que ça me gonfle un peu, parce que tout peut se résoudre, en fait, hein, d'une certaine manière. Alors, tout peut se résoudre dans l'histoire, et en fait, ça a à voir une espèce d'humanisme ou de pragmatisme universel, tout peut se résoudre au bout du compte avec la complexité. Et j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Est-ce que justement on peut tout résoudre ou justement on peut rester, Jean-Marie, sur des contradictions antagoniques, là, de lutte de classe, etc. Voilà. Si vous voulez prendre des exemples et appliquer cette théorie-là, moi je ne suis pas du tout économiste, enfin, je bien appeler les économistes, mais je ne suis pas économiste, sur des cas précis, sur des cas oui, un fait, comment il peut penser un fait historique politique à partir de la complexité par rapport à un schéma plus marxiste, même si effectivement, et je suis tout à fait d'accord, il faut avancer la pensée marxiste avec des penseurs non pas forcément marxistes. Ça me paraît absolument essentiel. Voilà, Peut-être juste moi une réflexion comme ça, hein, c'est dans la discussion, mais Espace Marx ne fait plus référence au marxisme. Tiens, bah alors, Non, mais je le fais de manière provocatrice. Mais pourquoi? Non, je dis ça parce qu'on ne considère plus que la pensée de Marx est une pensée achevée et une pensée définitive. Tout simplement parce que Marx a travaillé sur une certaine façon de penser le monde, son mouvement, son histoire, et à penser l'histoire des sociétés, à penser l'histoire du développement humain, à essayer de réfléchir justement à cette complexité, donner des éclairages qui permettent à n'importe qui, je dirais presque, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a nécessité d'un minimum d'apprentissage, je dirais, ou de concepts qui te permettent d'approcher un petit peu la manière dont il travaille. Mais essayer de donner les clés au mouvement ouvrier de son époque qui leur permettent de devenir des acteurs conscients de la transformation du monde qui les entoure. C'est pas rien. Je veux dire, restituer aux êtres humains un sens donné à leur lutte et à leur histoire, ça ne veut pas dire que tout était écrit d'avance, que le capitalisme allait être dépassé comme ça du jour au lendemain. Certains ont appauvri, y compris la manière dont Marx avait pensé, avait développé son système de pensée. Il y a eu pendant toute une époque ce qu'on a appelé la période stalinienne, enfin on la caractérise comme ça, mais il n'y a pas que Staline derrière. C'était une utilisation utilitariste du marxisme et du léninisme, de tous ceux qui se référaient à ces deux modes de réflexion, et qui ont essayé de se servir de cet outil de compréhension de la réalité de son mouvement pour en faire un outil, entre guillemets, de domination, en tout cas d'organisation singulière de la lutte des classes dans leur propre pays, même s'ils disaient que les classes avaient disparu, etc., etc. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est simplement pour restituer aux propos qui sont évoqués, faire un lien un petit peu avec, pour le mettre au niveau où ça doit être, c'est-à-dire ce sont des outils de réflexion, ce sont des outils de compréhension. C'est pas, comment dire, d'abord, ce ne sont pas des vérités absolues, et moi j'aime bien ce que tu as évoqué dans ton intervention sur le rapport que tu établis justement sur cette question de complexité. Et le fait il dit en gros, le monde n'est pas connaissable jusqu'au bout. Hein, moi, c'est comme ça que je l'ai entendu. Il n'est pas connaissable jusqu'au bout à cause de cette complexité, et puis aussi de notre relative capacité à le modéliser, voire à construire des outils qui permettent d'appréhender le réel. Mais en même temps, il développe une approche, alors comme tu dis, pas forcément dans les modes de réflexion que Marx et les concepts que Marx a élaborés, mais il le fait peut-être d'une autre manière. Et c'est d'ailleurs pour ça, je le dis, que nous, on appelle ces rencontres les rencontres
nouvelle pensée critique et actualité de la pensée de Marx. La pensée de Marx. On ne parle pas de marxisme. Parce que pour nous, le marxisme renvoie trop à ce schéma de corps de réflexion enfermé et encadré qui ne correspond pas du tout à Marx en plus. Parce que Marx a été le premier à dénoncer le concept de marxisme. Bon, ceci étant, on peut revenir aux propos de Euh, Fabien. oui, mais précisément, merci pour ces interventions, parce que la complexité, c'est quelque chose dont on doit avoir conscience, et on doit avoir conscience aussi du fait qu'une rencontre comme celle-ci permet de l'affronter, cette C'est complexité. ça. Permet non pas d'apporter toutes les réponses, mais quand on a l'argument, quand on connaît la pensée des autres personnes qui ont un autre vécu, qui ont des autres connaissances, eh ben on apprend. Et l'avantage de la connaissance par rapport aux autres biens, c'est qu'elle se partage on peut la donner sans la perdre. Elle est non exclusive. Et donc, c'est ça, cette richesse de la complexité. Mais la complexité, c'est aussi se battre contre les oppositions binaires. Parce que c'est facile de dire, voilà, les capitalistes contre les travailleurs. Oui, c'est un peu comme ça que parfois on résume la pensée de Marx, c'est qu'on lit parfois dans des manuels sur Marx pour apprendre ça aux étudiants, mais sauf qu'on peut être travailleur et être exploité, mais on peut être travailleur et également être noir et souffrir de racisme, également être une femme et être moins bien payé qu'un homme, également être homosexuel et souffrir d'homophobie. Et donc, il y a une multitude d'éléments qui font partie des capacités des personnes. Et donc, si je souffre de ces quatre oppressions-là, et ben, mes capacités, elles sont moins, ma qualité de vie, elle est beaucoup moins bonne qu'un autre. Euh, pour autant, alors encore une fois, sans pour autant entrer dans la hiérarchie des oppressions. C'est pas est-ce que c'est mieux d'être victime de racisme et pas d'exploitation ou être victime d'exploitation et pas de racisme? Là, non, c'est une question qui n'a pas beaucoup de sens, mais il n'en reste pas moins que c'est ces accumulations d'oppression et qui doivent nous interroger et qui, au contraire, plutôt que de s'opposer à ce conflit binaire capital-travail, enrichit ce qu'on peut faire du conflit capital-travail. Et qui est également dans Marx, et la question environnementale aussi fait partie des formes d'oppression qu'on a et qu'on peut également trouver des éléments, des intuitions chez Marx qu'il a pas développées pour des raisons évidentes. Mais voilà, cette complexité-là, je pense, elle peut nous permettre de concevoir la multitude des oppressions qui nous empêchent d'avoir une bonne vie, comme le disait Aristote. Et c'est dans ce sens-là, je crois que ça nous aide à le penser ce qui, pour autant, ne doit pas nous empêcher de dire qu'il y a des luttes, qu'il y a des conflits, qu'il y a des rapports. Bah, quand d'un côté, il y a des CRS et de l'autre côté, il y a des manifestants, il y a un rapport de force, il y a A versus B. N'empêche que ça n'empêche pas que parmi les manifestants, il y a une multitude déterminante pour laquelle ils sont là. Donc voilà. Par rapport à ça, justement, comme moi, c'est la remarque sur la complexité, après je poserai une question. Oui, sur la complexité, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que généralement, quand quelqu'un arrive avec une théorie, par exemple, ça peut être les marxistes ou n'importe quel, on arrive avec sa théorie et puis on développe autour de ça. Donc c'est un fait, mais c'est un angle de vue. La complexité, ça, on peut l'avoir différemment, il y a plein de façons de l'avoir. Mais ce serait l'idée qu'en fait, bon, on cherche à développer la vérité. Qu'est-ce qui est vrai? Mais en réalité, déjà, quand on prend plusieurs théories différentes, bah, on prend les marxistes. Enfin, quand un propre objectif, il ne devrait pas défendre uniquement les libéraux, uniquement les marxistes, etc. Montrer différentes théories qui s'opposent. C'est une première façon de montrer une forme de complexité. Pas que de théories, plusieurs, parce qu'il y en a plusieurs. Puis après, il y a aussi les disciplines, de la même façon. De la socio, de l'économie, de la géographie, de la psycho, etc. Donc ça, c'est aussi différentes approches. C'est bien compliqué à un moment donné de maîtriser tout ça, mais c'est quand même déjà une approche plus proche des faits, parce que sinon, c'est souvent sur un angle. Puis après, il y a la même chose au niveau micro ou macro. On peut voir ça. Donc, c'est tellement de faits différents que pour approcher la vérité, il faudrait pouvoir tout, en tout cas, il faut essayer, tant que possible, d'avoir ces différents angles. Et là, tout doucement, on s'approche de quelque chose qui peut être un peu objectif. Mais bon, après, il faut pondérer. Enfin, ça devient très compliqué. Et sinon, juste un dernier point sur la question. Proudhon, lui, au lieu de parler de dialectique, il parle c'est un peu compliqué, enfin le mot en tout cas, sylagmatique. Son idée, c'est de dire plutôt que thèse, antithèse, synthèse qui devient stable, mais il y a une tension entre la thèse et l'antithèse, par exemple, entre égalité et liberté, plutôt voilà, une tension perpétuelle, mais jamais une stabilité. Alors, mes questions, c'était par rapport à une question beaucoup plus concrète, justement. Est-ce que tu pourrais nous donner, à travers un exemple concret, tu l'as donné un peu, mais tu restais effectivement assez abstrait. Je crois que j'ai compris en gros, mais de façon abstraite. De façon concrète, j'ai du mal à vraiment voir les conséquences entre l'utilitarisme, donc un exemple concret qui montrait la différence entre l'utilitarisme et la théorie des capacités de Amartya Sen. Puis du coup, l'autre question, mais qui est un peu la même, c'est les différences avec un exemple concret entre la théorie des capacités de Sen et puis celle de Marx. Mhm.
Ouais, je suis d'accord avec toi sur la complexité, hein, mais je suis aussi convaincu qu'on ne peut pas atteindre la complétude. On peut pas atteindre la complétude. On ne peut pas enseigner un cours où on donne égalité à chacun des courants. Je pense qu'on ne peut pas et je pense qu'on ne doit pas non plus. Pas égalité, mais en tout cas, Une partialité. accumuler un peu de Parce points de que vue, quoi. qui est-ce qui va choisir pourquoi ce courant-là aura autant de valeur que ce courant-ci? Pas forcément égalité, mais au Ouais. moins les accumuler, les points de vue. Pourtant, il faudra faire des choix. Quand tu enseigneras, que tu feras un cours, tu vas choisir, je vais passer combien de temps sur l'école autrichienne, combien de temps sur l'école marxiste, combien de temps sur l'école classique. Et puis, aussi bon, aussi brillant prof qu'on puisse être, on, on- notre grille de lecture, elle va transparaître de la manière dont on va l'enseigner. Aussi Non, brillants on peut. soyons-nous, mais voilà, mais ça, ou pas d'ailleurs. Mais après, ouais, sur, euh, sur la question de l'utilité, l'utilité, c'est strictement subjectif. Voilà, la question du bonheur, par exemple, la question de la réalisation des désirs, on va pas pouvoir comparer entre les personnes, mais il se trouve que, pose la question des goûts chers, hein. Moi, mon bonheur, c'est de manger un caviar et boire du champagne tous les soirs, et toi, ça va être de boire un verre de vin avec du saucisson. Et pour autant, l'utilitariste va pas faire de différence entre les deux. Alors on peut très bien imaginer que si tu bois du champagne avec du caviar, ça veut dire que tu es socialement construit de cette manière-là. Et l'utilitariste ne va pas nous permettre de se rendre compte de ces éléments-là. Alors que les capacités permettent à la fois de tenir compte de la situation, de ta situation sociale, personnelle, et de comment cette situation personnelle va construire tes goûts. C'est un petit peu cette manière-là dont c'est un des angles dans lesquels Sen va construire sa critique de l'utilitarisme. Il dit pas, on dit pas les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais il dit simplement que l'utilitarisme ne se rend pas compte que les goûts et les couleurs sont socialement construits. Alors que s'il dit précisément qu'ils le sont. Puis après, les capacités de scène, c'est l'épanouissement de l'individu. La capacité la plus complexe de scène, c'est les individus peuvent choisir leur vie pour s'épanouir. Euh, moi, à mes yeux, ça fait tout à fait écho à l'idée de Marx sur laquelle les individus, pour avoir une bonne vie, doivent avoir des libertés réelles, à savoir qu'ils doivent ne pas être soumis à des rapports de domination, à des rapports d'exploitation. Donc, je vois un petit peu cette idée, là, de Rosen, il dit, voilà, pour avoir une bonne vie, il faut être épanoui, il faut choisir sa vie. Et je vois Marx, pour choisir sa vie, il ne faut pas être exploité, il ne faut pas être aliéné. Et pour pas être aliéné, il faut en finir avec le capitalisme. Ou en tout cas avec les rapports de domination. Parce que le capitalisme n'est pas les seuls rapports de domination. Ouais, c'est en ce sens. Bien, est-ce que... Oui, vas-y, Monique, oui. Viens ici, parce que... Non, c'est pour qu'on puisse enregistrer ton propos, t'inquiète pas. Et Jean-Marie, si tu veux compléter, il n'y a pas de souci. J'avais une question à vous partager, mais après. Ben, moi, j'ai découvert énormément de choses dans votre projet, beaucoup de choses que je n'avais pas du tout entendues jusqu'à présent et qui m'ont donné beaucoup à penser par rapport à mes propres expériences plutôt associatives, hein, je dirais. Alors, j'avais envie de vous poser justement, peut-être que plutôt de poser des questions, énoncées à partir d'expériences, justement. Qu'est-ce que ça résonne en moi, ce que vous avez évoqué? Par exemple, nous avons observé dans les mouvements féministes, puisque nous sommes maintenant, pour un certain nombre d'entre nous, très présentes dans les conférences mondiales organisées par l'ONU, qui, à partir d'une certaine époque, ont beaucoup joué pour faire en sorte qu'au niveau mondial, la situation des femmes soit prise en considération. Il se trouve qu'on assiste à une régression assez importante à partir d'un certain moment. Mais maintenant, dans les dernières conférences mondiales qui avaient pour objet de faire une évaluation de ce qu'était devenue la situation des femmes dans le monde depuis 1995, donc ça c'est une conférence mondiale qui s'est tenue à Paris il y a un an et demi, presque 2 ans, euh, tout à coup, à travers les questions de développement et de sous-développement, enfin je dirais plutôt de développement par rapport aux objectifs du développement durable à l'horizon 2030, hein, qui est une
un des grands laïus maintenant de l'État pour essayer de nous faire aller vers du développement durable, on a tout à coup eu le terme de capacité qui est sorti, qui n'avait pas du tout été évoqué jusqu'à présent, ni par les ONG, ni par les États, par personne. Et ce terme-là, évidemment, tout à coup, il a suscité beaucoup, beaucoup d'interrogations. On s'est demandé, pourquoi ce terme apparaît tout à coup dans les textes onusiens? Alors évidemment, traduit en français, capacité, ce n'est pas le terme en anglais, bien entendu, mais enfin, peu importe, par les autorités françaises ou par la langue française, ils les ont traduits par capacité. Alors, évidemment, capacité, un certain nombre de personnes ont commencé par essayer d'aller voir ce que ça pouvait signifier. Et puis ensuite, ils nous ont évoqué le fait que capacité avait une raison d'être par rapport au fait que si un certain nombre de financements étaient donnés pour penser les développements, notamment de la situation des femmes dans les pays d'Afrique ou autres où il fallait un développement, il y avait des choix à faire par rapport aux projets qui étaient financés. Donc, ils ont introduit des commissions de financement dans lesquelles donc, il y avait des experts de toutes sortes qui étaient là pour juger des projets qui étaient déposés par les ONG ou des entreprises, puisque les entreprises sont aussi partenaires des conférences mondiales, il faut le dire. Donc, on nous a demandé maintenant de dire en quoi les projets permettaient de réaliser la capacité envers les personnes qui étaient justement destinataires de ces projets de développement. Donc, cette question-là de la capacité, on a commencé un peu à s'en saisir dans les mouvements féministes en se disant il y a derrière tout ça quand même quelque chose qui n'est pas net, qui n'est pas clair, il y a un subterfuge, ils veulent, bon c'est une entourloupe, ils veulent nous récupérer par rapport à ça. Et la première chose dans un premier temps qu'on a été capable simplement de dire, c'est que nous, les femmes, on ne va pas juger effectivement de qu'est-ce qui est la meilleure opération pour développer des projets qui vont toucher à d'autres femmes. Bon, on en est un peu à ce stade-là de la réflexion et même ce stade-là aboutit vers l'idée également, mais est-ce qu'on devrait être encore dans toutes ces structures-là et dans toutes ces instances parce que quelque part, on est un peu coincé, quoi. Bon, alors donc, ce que j'avais envie de vous poser comme question, puisque finalement, cette notion de capacité que moi j'ai entendue dans les conférences mondiales, là dont je parle, tout à fait autrement que ce que vous avez évoqué, pour moi, n'a pas été du tout porté là-dessus. Pour eux, elle devient un point de repère pour évaluer des situations d'exploitation qui, soi-disant, permettraient d'aller vers un développement des sociétés, alors qu'en fait, c'est simplement une répartition des charges pour essayer de faire en sorte que d'autres vont donner des solutions à d'autres qui sont censés, soi-disant, porter vers une solution plus humaine. Alors, pourquoi aujourd'hui? Aujourd'hui, pourquoi les instances internationales réutilisent ce terme de capacité à leur profit et de cette manière? Moi, je me pose la question, pour quelles raisons? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Le deuxième point que je voulais aborder, c'est quand vous avez énoncé la théorie du bouc émissaire avec la notion de sacrifice, la logique du sacrifice. Non, c'est Jean-Marie parlé. Oui, c'est vous. Mais c'était en résonance par rapport à ce qui était dit, ouais. Ça aussi, c'est quand même très intéressant aussi par rapport, quand je pense, bien entendu, la question de l'émancipation des femmes, quoi, l'émancipation humaine des deux sexes. Parce que ça me fait penser, évidemment, cette logique du sacrifice des femmes brûlées comme sorcières. Et il y en a eu quand même, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un auteur qui a écrit le livre La sorcière, qui dit que dans toute l'Europe, il y a eu 800 000 femmes, on estime à 800 000 femmes qui ont été brûlées pour sorcellerie, en 3 siècles dans toute l'Europe. Mais aussi, est-ce que les féminicides à grande ampleur ne sont pas également de l'ordre de la théorie du sacrifice, du sacrificiel, quoi? Les féminicides, c'est-à-dire les féminicides au sens international, avec la situation des femmes en Afghanistan, la situation des femmes en Iran, enfin bon, sans vouloir évidemment plaquer des concepts qui sont dans des périodisations très différentes, mais il me semble qu'il y a des analogies qui permettent de penser et qui permettraient peut-être aussi d'élargir la pensée
sur des domaines qui, à l'heure actuelle, n'ont pas encore été véritablement explorés et élaborés. Donc, c'est dans l'esprit de pouvoir continuer à élaborer que je posais tous ces éléments. Merci. Certainement que la domination masculine peut être réfléchie avec ces concepts-là, dans les sociétés patriarcales, il est très fréquent, et même la norme, que les femmes elles-mêmes aient intériorisé le fait qu'un certain nombre de tâches leur reviennent et que, en gros, les hommes doivent travailler pour apporter de l'argent et les femmes, elles sont plus amenées à s'occuper des enfants, à s'occuper des tâches ménagères. Et si on est dans un raisonnement strictement utilitariste, on ne peut pas très bien le comprendre, puisque la femme trouve que c'est certainement a autant de bien-être à s'occuper des enfants, tout égal par ailleurs, que l'homme à aller travailler. Et donc, ça ne permet pas de voir le rapport de domination, de même que les biens premiers ne le permettront pas. Alors que les capacités, à l'inverse, permet de voir en quoi les choix de la personne se reposent sur des contraintes. C'est en ce sens-là que voilà, les contraintes sociales et qui renvoient tout à fait au fait que les femmes soient tuées ou plus opprimées que les autres parce qu'il n'y a pas de choix. Voilà. Après, le choix d'enlever son foulard en Inde, certes, en Iran, pardon, mais avec des conséquences très violentes. Mais encore une fois, justement, il s'agissait d'envoyer un signal pour dire, voilà, moi, je veux m'épanouir en rompant avec la domination et donc en améliorant ma capacité. Je pense que cet outil peut nous être très, très utile à concevoir ça. C'est pas que l'utilité. Parce que vous pouvez très bien dire, moi, je suis très bien à la maison, je m'occupe des enfants. Et sauf qu'il y a des contraintes qui... Après, je ne suis pas évidemment à la place des personnes, mais en tout cas, il faut réfléchir sur les contraintes qui conduisent les personnes à penser que telle ou telle chose est mieux pour elles. Et donc, voilà, on a des préférences adaptatives qui reviennent à dire, ouais, finalement, c'est comme ça et je dois me satisfaire de ce qui est. Sauf que non, et cette complexité-là nous permet, je crois, nous oblige même à tenir compte de ces situations-là. Sans quoi. Je m'occupe d'une association où l'idée du tous capable est extrêmement importante. Et je viens de m'en rendre compte après votre intervention. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de catastrophique dans une situation comme celle où vous vous trouvez, où on va vous faucher vos subventions? Je me dis que le concept de Capabilité. capabilité, tous capables, c'est tous capables, mais pas jusqu'au bout. C'est séparé de l'objet. C'est renvoyer au sujet. Séparé de l'objet, c'est-à-dire, c'est pas encore d'actualité. Alors, on va pouvoir placer, c'est ce qu'ils vous ont dit, hein, on va pouvoir placer un espace entre l'objet et l'être humain qui est capable, et capacité totale à plusieurs, etc. On va pouvoir passer un espace de travail qui va s'appeler l'évaluation. L'évaluation qui va renvoyer au fétichisme de l'objet. C'est-à-dire, est-ce que les objectifs sont atteints? Ça, c'est un grand fétichisme. Est-ce que les gens ont bougé? Est-ce que, enfin, tout ce qui montre un savoir qui est ossifié, qui est arrêté. Est-ce que le capacité, quand même, est-ce que c'est pas le moyen de pas aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la réalisation? Vous voyez, c'est cette idée. Parce que vous avez bien lié, que vous avez bien développé l'idée que il s'agit de combattre un fétichisme, chez Sen, un fétichisme qui, bon, chez Marx, on sait de quoi il s'agit, de l'échange, de l'exploitation, etc., de tout le grand bazar. Mais chez Debord, dans le spectacle, hein, c'est autre chose. Mais c'est chaque fois un objet qui peut être bien défini. Or, vous avez dit que la complexité chez l'être humain, avec ce concept, pouvait permettre d'aller très loin. Quand vous avez dit qu'on pouvait peut-être tout connaître, c'était aller très loin. C'est-à-dire que l'aventure humaine là-dessus n'allait pas s'arrêter. Et il me semble que là, la meilleure des choses, un concept comme celui-là, il est de nature à pouvoir arrêter la démarche et à laisser la place à un objet arrêté, ossifié, fétichisé. Voilà, mais j'ai mauvais esprit. Hmm.
En tout cas, merci parce que ça m'a, y compris pour mon association, de voir un peu de bon considérable. Parce que, mais oui, parce qu'il y a pas de limite aux tous capables, apparemment. Là, à mon avis, il y a une limite philosophique, il y a une alerte philosophique qu'il faut poser. Quand est-ce que ça passe au niveau d'une réalité changeante et pas fétichisée? Donc, Ouais, c'est ça, fétichiser, ça veut dire donner du pouvoir à quelque chose qui n'en a pas. c'est ça, Donner c'est ce que je l'illusion du dis. pouvoir à quelque chose qui n'en a pas. Et précisément, c'est comprendre cette complexité-là, d'être compris sous l'angle de la lutte contre la fétichisation, au contraire de se faciliter une réponse bien simple. Voilà, c'est comme ça a du pouvoir. Le capitaliste a du pouvoir parce qu'il a quoi? Parce qu'il a plus de talent, parce qu'il a plus de chance, parce qu'on ne sait pas. Mais là, on fétichise le pouvoir du capitaliste. Quand on dit un patron donne du boulot aux salariés, là, on fétichise le pouvoir de l'employeur, puisque c'est parce qu'on peut à l'inverse lui dire, mais non, c'est pas l'employé, c'est pas le capitaliste qui donne du pouvoir aux salariés, c'est les salariés qui permettent aux capitalistes de s'enrichir. Absolument. C'est une forme de fétichisme. Et donc, c'est cette complexité-là qui peut nous être utile. Donc, capacité, hein, je l'ai pas défini, mais c'est une contraction de capacité et habileté. Capacity, ability. Et aptitude, plutôt. Capacité, aptitude. Donc, la capacité de faire une chose, et l'aptitude qu'on a à la faire, ce qui n'est pas Et exactement la même. l'aptitude, c'est avant de faire, Mm, c'est-à-dire avant qu'on réussisse. mm, mm. Moi, si je dis tous capables de transformer l'école et que l'école fabrique des gens docilisés, aliénés, etc., c'est la rigolade. Mm. L'aptitude, là, elle n'a pas été réalisée. Ouais. Mm, mm. L'égalité, c'est l'égalité de fait. L'égalité de droit, c'est celle de la Révolution française, c'est un grand progrès dans les têtes. Mais après, Mm, l'égalité de fait, aujourd'hui, c'est une grande histoire. Et à l'école, je sais que c'est une grande histoire. Mais pas qu'à l'école, dans la société aussi, c'est une grande histoire. Chez les mm, Gilets jaunes, ça a été une grande histoire. mm. Mais moi, enfin, ce que je trouve intéressant là, dans la démarche que fait Fabien, et c'est peut-être justement de nous montrer comment Marx, il écrit au 19e, Amartya Sen, il écrit quand, lui? Vingtième, Au 20e. il est encore vivant. Oui, Il a oui, mais je 90 sais. ans. Mais, non, mais c'est esprit que je dis ça. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui, au départ, est plutôt dans une pensée libérale, hein, est en train de converger avec une pensée qui, a priori, lui était pas, je dirais, habituelle, et, et montre qu'il peut y avoir, non pas forcément pas une question de convergence, c'est à un moment donné, la réalité, les luttes des classes, les transformations sociales qui ont eu lieu, le mouvement des idées qui s'est produit, peut amener justement à des évolutions potentiellement intéressantes, parce que ça veut dire que c'est libéraux, mais pas au sens simplement, enfin, c'est libéraux au sens liberté, pas au sens liberté d'exploiter, liberté de soumettre, liberté de contraindre, hein. Je parle les libéraux au sens où on les évoquait, je dirais, au 18e et au 19e siècle. Euh, comment ces gens-là, enfin, comment il peut y avoir enfin, quelque chose qui, du point de vue du mouvement de la pensée, peut les amener à remettre en cause la perversité que le capitalisme a produit dans le domaine et dans le champ des idées. Je ne sais pas si ça a été le moteur de ton travail, mais en tout cas, moi, ça me donne envie d'aller un petit peu dans cette direction-là, peut-être de le creuser, peut-être de l'infirmer, parce que c'est peut-être une construction de l'esprit. Voilà, il y a une part de déterminisme dans le parcours de Sen, puisque c'est pas un économiste standard ou néoclassique, au sens où Sen est né dans le Bengale, et Tout à s'il fait. s'est confronté à la pauvreté dès le début de ses travaux, c'est parce qu'il vivait dans la pauvreté. Il Absolument. voyait la pauvreté. Et donc, parce qu'il a vécu ça, il s'est orienté vers la lutte contre la pauvreté, ce qui est plus facile à faire, certainement, par déterminisme, hein. Absolument. Ce qui est plus facile à faire. Il n'est pas allé jusqu'à dire ce que je lui fais dire là, à savoir qu'il faut lutter contre. Je ne lui fais pas complètement dire, mais je lui dire qu'il faut lutter contre le capitalisme, mais il donne des clés pour le penser. Voilà. Et voilà, et après l'étape d'après, ça veut dire que les théoriciens standards néoclassiques en général, et ceux du jeu social en particulier, sont
ont un rôle idéologique qui sert à justifier l'existant. C'est ça que Marx et Sen peuvent nous aider à penser. Et justement, Sen, il vient de là et il a une pensée assez complexe pour pouvoir pour pouvoir se sortir de ça. C'est pour ça qu'il me paraît utile de ce point de vue-là. Donc, on peut aller chercher de ce côté-là, on peut même s'enrichir. Bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est pas d'arrêter la discussion, mais enfin, disons d'arrêter au moins l'échange de ce soir. Pardon, mais vas-y, Jean-Marie. Pour la prochaine conférence de Fabien, là, pour les prochaines rencontres, Ouais. comme je disais tout à l'heure, qu'il avait un côté explorateur qui m'intéressait beaucoup chaque fois. Est-ce que, comme il y a, finalement, tu es toujours sur le terrain épistémologique, quoi, grosso modo. Et donc, est-ce que tu as eu l'occasion de voir le rapprochement qui pourrait être étudié, qui pourrait être examiné entre, bon, je ne vais pas dire le marxisme, puisque le marxisme, mais la pensée matérialiste est confrontée à la physique quantique. Parce que moi, je pense que là, il y aurait matière à réfléchir. Bon, il y a eu tout un débat épistémologique chez les physiciens au cours des années oui, antérieures, pour savoir est-ce que penser l'objet crée l'objet. Bon, l'exemple caricatural a été fourni par Bruno Latour. Hein, Ramsès II n'est pas mort de la tuberculose parce que le bacille de Koch a été découvert 3000 ans après. Il a fait un bouquin là-dessus. D'accord. Ramsès II n'est pas mort de la tuberculose parce que le bacille de Koch, de toute façon, 3000 ans après. Donc, et il y a eu un débat entre les physiciens au cours des années 90, 2000, etc., je ne sais plus trop quand, sur savoir si le fait d'observer créait l'objet d'observer. Et donc, et ça parce que c'est la physique quantique qui a bouleversé toutes les manières de penser le monde pendant le XXe siècle, ce qui était impensable avant la théorie générale, la relativité générale et la physique quantique qui avait été dessus. Bon, bref, est-ce que tu as exploré ça? Eh bien voilà, l'année prochaine. C'est une idée, ouais, mais effectivement, là, ouais. Enfin, en fait, ça repose le problème matérialisme ou idéalisme. Oui, ouais, c'est ça, oui. Tout à fait. Oui, non, mais la question de la performativité, les choses existent avant qu'on les pense, oui, effectivement, se pose pas. Mais là, à mon avis, c'est à ta hauteur. Hein. Oula, ça paraît pourtant.